Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien ainsi que votre famille. Bienvenue sur Djelia, l'émission éducative qui vise à vulgariser l'histoire de l'Afrique de la préhistoire à nos jours à l'aide de djellys, d'écrivains, d'historiens, de journalistes. Je m'appelle Askia, je suis né en France et afrodescendant car originaire de l'Empire du Mali. Si comme moi vous méconnaissez votre histoire et vos origines et vous voulez savoir quel héritage culturel transmettre à vos enfants et aux générations futures, installez-vous confortablement, on s'occupe de tout. Jelia, 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 Jelia. Nous sommes aujourd'hui à Dakar, au Sénégal, à l'ouest du continent, en présence d'une éminente personne de classe internationale. Professeur Ibrahim Atioub, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, professeur. C'est vraiment un honneur de t'accueillir dans notre émission Djelia. Avant que nous puissions démarrer notre interview, est-ce que tu peux nous faire une brève présentation de ton parcours, s'il te plaît? Je m'appelle Ibrahim Tchoub. J'ai terminé une carrière d'enseignant d'une 50aine d'années comme recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Entre-temps, j'ai été enseignant, chercheur au département d'histoire entre 1990 et 2014. Jusqu'aujourd'hui, je continue d'y enseigner. Je suis arrivé à l'université après une thèse soutenue à l'université Paris 7 sur l'histoire des entreprises, marginalisation autochtone et domination étrangère au Sénégal. Avant cela, j'ai fait mes études d'histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar entre 1978 et 1985. Donc avant, j'ai été instituteur, sorti de l'école normale régionale d'Emba Diop de Mbour. J'ai enseigné pendant 6 ans dans l'élémentaire. Avant d'arriver à l'école normale des instituteurs, j'ai été élève au lycée Malick Sy de Thiès. Et je suis arrivé au lycée Malick Sy de Thiès venant de l'école annexe de l'école normale de Mbour, où j'ai fait mon école primaire, aujourd'hui Tafsir Demba Sall. Avant l'école élémentaire, j'ai fait l'école coranique 2 ans dans mon village de Malikounda, où je suis né le 18 juin 1955 dans une modeste famille paysanne. Et donc, je suis un pur produit de l'école de la République qui a réussi à transformer un fils de paysan modeste d'un petit village du Sénégal en recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pourvu que cette école ne meure. Merci pour cette présentation, professeur. Tu as effectivement une longue carrière universitaire et qui n'est pas terminée. Donc dans ton parcours, je le rappelle pour nos auditeurs, en fait ta carrière universitaire est effectivement très très riche puisque tu as fondé de nombreuses structures académiques et parmi ces structures académiques, tu as été président du conseil scientifique du musée des civilisations noires que j'ai eu la chance de visiter, un prestigieux musée. Tu as également obtenu de nombreux titres honorifiques et de distinctions. Parmi celles-ci, il y a le titre de docteur honoris causa qui a été décernée par l'université de Nantes, celle de Sciences Po, celle de Bordeaux. Tu as également obtenu la médaille de commandeur dans l'ordre des palmes académiques de la République française en 2019. Et enfin, tu as également obtenu un prix El Fassi de l'Agence universitaire de la francophonie. Sur le plan des ouvrages, tu as publié un ouvrage en 2014 et coordonné de nombreux autres. Et tu as préfacé et également produit des articles et de nombreux chapitres scientifiques. La somme de ta production et de ta carrière est vraiment incommensurable. Mais pour éclairer notre entretien, on va vraiment se concentrer sur 2 ouvrages importants. Le premier, La traite atlantique des esclaves et transformation des cultures africaines, publié en 2014, et édité à la Fondation Calouste Culbanquian, dans lequel tu analyses comment la traite a profondément transformé les structures sociales et culturelles du continent africain. Le second ouvrage sur lequel on va s'appuyer s'intitule Les esclavages en Afrique, passé, présent et héritage, qui est paru en 2024. C'est un ouvrage que tu as préfacé, dans lequel tu mets en avant la nécessité de restituer la diversité des expériences africaines face aux traites. Ces 2 références nous serviront de point d'appui pour aborder ensemble l'histoire, l'actualité et les héritages des esclavages.
Je le rappelle, on va vraiment s'appuyer sur ta première expérience de grand pédagogue. En fait, Jelia, c'est un podcast qui a vocation à vulgariser l'histoire de l'Afrique. Et il s'agit dans cet entretien de te mettre à notre niveau, dans la mesure où en fait le sujet qu'on va aborder est extrêmement complexe, déjà au niveau scientifique, et a fortiori pour des gens du grand public que je représente. Et l'idée en fait, c'est de ressortir avec cet entretien avec suffisamment d'outils pour être à même d'évoluer et d'en tirer des leçons. Donc le défi est grand, mais je sais que j'ai tapé à la bonne porte. Ça, je ne m'en inquiète pas. Et justement dans cette lancée, pour pouvoir adopter cette démarche, est-il possible que tu nous décrives, que tu nous définisses pourquoi est-ce qu'on distingue les esclavages de l'esclavage en lui-même? Le nombre, esclavage au singulier et esclavage au pluriel, résulte de l'expérience de la recherche elle-même. L'esclavage, c'est l'une des formes les plus répandues, les plus universelles de mise sous domination d'un être humain par un autre être humain. Contrairement à ce qu'on pense, on pense que c'est le travail libre qui est la forme aujourd'hui bien sûr la plus répandue, mais à l'échelle de l'histoire humaine, l'esclavage est une forme extrêmement répandue et très universelle, particulièrement connue de quasiment toutes les sociétés humaines. Donc cela veut dire que ça se passe dans des sociétés structurées différemment. Du point de vue de leur structure sociale, il y a des esclaves et des maîtres, mais ils ne sont pas les seules composantes de la société. Dans certaines sociétés, les esclaves forment la majorité de la main-d'œuvre qui produit la vie elle-même de ces sociétés. C'est ce type de société où si tu élimines les esclaves, la société s'effondre. Parce que tout le dispositif social, le dispositif économique, le dispositif même culturel, l'imaginaire, l'idéologie, tout ce qui concerne la société est irrigué par cette présence massive et ce rôle fondamental de l'esclavage, qui est un mode de production, pour reprendre un langage marxiste. Si c'est sous cette forme, on a affaire à une société esclavagiste. Par contre, il peut y avoir une société où il y a des esclaves, des maîtres, mais ils sont une minorité. Il y a d'autres modes de production, d'autres formes de production de la vie, de production économique, d'autres types de relations sociales qui sont majoritaires sur l'existence même des esclaves dans cette société. Dans ce type de société, s'il n'y a pas d'esclaves, la société peut continuer à exister. C'est pourquoi on l'appelle une société à esclaves. Ça donne une configuration particulière de la société, ce qu'on appelle une formation sociale, au sein de laquelle il y a des rapports esclavagistes, il y a des rapports salariés, il y a des rapports de production autonome du travailleur, par exemple des artisans qui sont autonomes, et ainsi de suite. Donc il y a d'autres formes de relations économiques, sociales et culturelles autres que l'esclavage. Donc dans ce type de société, l'esclavage ne joue pas un rôle fondamental. Le mode de production esclavagiste a la particularité de pouvoir s'insérer dans plusieurs configurations sociales qui va déterminer le type, la forme, le contenu, les relations de maître à esclave. Ce qui fait que vous avez l'esclavage dans une société de subsistance, n'est pas l'esclavage dans une société marchande, n'est pas l'esclavage dans une société capitaliste. L'esclavage a existé dans toutes ces formes de société. Et en conséquence, l'esclavage prend des figures différentes. Donc quand on l'étudie, on doit le remettre en contexte pour pouvoir comprendre les relations qui se nouent, la forme que prend l'esclavage, le contenu qu'il prend. C'est pourquoi il y a l'esclavage en tant que concept générique et il y a les esclavages qui existent réellement sur le terrain. C'est cette distinction qu'il faut arriver à faire et en le faisant, on se donne les moyens de comprendre dans chaque contexte particulier qu'est-ce qui se joue. Parce que l'esclave, d'abord, il y a des éléments communs à tous les systèmes esclavagistes. Par exemple, les esclaves sont toujours des étrangers. On ne peut pas être esclave chez soi parce que le processus qui produit l'esclave appelle la perte du statut social avant la capture, entraîne un processus de déshumanisation parce qu'il n'est pas facile de faire de quelqu'un un esclave.
Donc, on lui applique une violence extrême déjà dès la capture. On l'entraîne dans un processus de transformation de l'individu qui s'exerce par la violence. Et ce processus, j'ai tendance à dire qu'il ne s'achève jamais, puisque pour moi, l'homme ne renonce jamais à sa liberté. Quelle que soit la contrainte de violence que vous pouvez lui exercer, il ne renonce jamais à sa liberté. Dès que l'occasion lui est offerte, il est prêt à aller à l'assaut pour reconquérir sa liberté. Mais le processus de l'esclavage, c'est d'abord une dépersonnalisation. L'un des premiers actes que pose le maître qui acquiert un esclave d'origine étrangère, c'est de changer son nom. Et même parfois de lui donner un nom proche des animaux. Donc, de le déshumaniser. Il est sorti de sa société, de le démémoriser, de lui enlever sa langue, ce qui fait qu'il renaît sous une figure nouvelle. Maintenant, les instruments qu'on va utiliser, tout dépend de la configuration de la société. Si c'est l'esclavage, comme ça s'est passé dans les plantations en Amérique, on est dans un esclavage qui est intégré à une économie capitaliste à son âge le plus jeune, le mercantilisme. Et ces esclaves, d'abord, ils sont des captifs au départ, parce qu'on devient esclave après le processus. Au départ, on est juste un captif. Et si le captif vous échappe et retourne chez lui, il n'est plus esclave. Mais si vous le mettez dans le processus de transformation par la violence, tout souvenir de d'où il venait, là, vous avez un esclave. C'est pourquoi dans le système capitaliste qui exige une production massive, le capital n'a pas le temps d'intégrer l'esclave dans une famille, comme cela peut se passer dans d'autres systèmes. Donc les esclaves sont isolés des maîtres et ils produisent massivement. C'est l'esclavage colonial comme dans les Antilles et en Amérique. Vous avez un autre modèle, par exemple dans les sociétés africaines ou dans les sociétés du monde arabe, mais ce qui reste constant, c'est que l'esclave est toujours un étranger à sa société. Maintenant, il peut donner naissance à des esclaves qui naissent dans la société. Et les systèmes sociaux les distinguent très souvent. C'est pourquoi on utilise ce pluriel pour dire qu'il y a différents contextes, différentes configurations, qui fait que quand on l'étudie en historien, on doit prendre en compte ces différences-là pour comprendre les processus, les réactions des uns et des autres, le système politique dans lequel les esclaves sont insérés, le système économique, le système culturel, même la justification de l'esclavage, l'idéologie. Alors justement, là c'est une excellente transition que tu nous fais parce que je voulais aborder en fait les différentes traites que l'humanité a pu connaître, transsaharienne, orientale, lusophone, atlantique. Évidemment, il ne s'agit pas d'y rentrer dans les détails, donc nous risquerions de s'y perdre, mais il s'agit simplement dans un premier temps déjà de distinguer esclavage et traite. Les deux termes se mêlent dans les discours, mais nous, grand public, est-ce qu'il est possible juste déjà nous donner quelques bribes d'infos pour qu'on puisse entrer en douceur dans cet atterrissage? Oui, rien n'est innocent dans la dénomination. On pense que les gens confondent les termes ou ne comprennent pas. Non, parfois, le système fait à dessein la confusion. La traite, c'est un système commercial. Et en quoi il est spécifique? Parce qu'il faut le distinguer de la troc ou du troc. Dans le troc, on peut dire aussi la troc, terminaison QUE. Dans le troc, celui qui va... les deux, traite et troc, sont des commerces de longue distance. Dans le premier, le commerçant ne sait pas quel produit il va avoir. Il a un produit qu'il offre, mais au hasard des rencontres qu'il va faire dans telle ou telle société lointaine, il va trouver des produits et il va les échanger. Donc c'est produit contre produit. Mais au départ, il ne sait pas quel produit il va avoir. C'est ça le troc. Dans la traite, c'est un commerce de longue distance, mais on sait quel est le produit que tu vas avoir. C'est une traite de la gomme, une traite de l'arachide, une traite de l'ivoire, une traite du café et une traite des captifs. C'est pourquoi moi j'utilise traite des captifs et pas traite des esclaves. Parce qu'au moment où démarre le processus, d'abord, si c'est du commerce, c'est qu'il y a des produits à commercer. Ces produits, il faut les produire. Et c'est par la violence qu'on produit les captifs. Vous trouvez un village, vous l'encerclez, en pleine nuit, vous mettez le feu, vous êtes armés, les gens courent dans tous les sens, vous les attrapez, certains meurent, et là, vous avez des captifs. S'ils vous échappent, vous n'avez pas d'esclaves. Parce qu'ils se souviennent bien de leur nom, de leur langue, de leur culture, de leur passé, de tout. Ils restent humains et socialement conscients de qui ils sont. Maintenant, démarre ce processus. Souvent, celui qui capture n'est pas celui qui va vendre.
le rasieur, le guerrier ou le militaire ou le soldat qui va encercler le village au nom du roi ou la bande de rasieurs qui le fait en leur nom propre, quand ils capturent, ils n'ont pas souvent les compétences pour vendre. Ils remettent aux marchands. Les marchands sont organisés, ils ont tous les dispositifs logistiques pour amener à bon port. Et quand ils arrivent, il y a ceux qui viennent chercher ces captifs, qui les prennent en main, leur font traverser une longue distance comme le Sahara, l'océan Indien, si on parle de l'Afrique, ou l'Amérique. À l'époque aussi, quand c'était les pays slaves qui étaient mis en esclavage dans l'Empire turc, ils quittaient l'Estonie ou l'Ukraine actuelle ou la Moldavie pour se retrouver chez les Turcs ottomans. Et à l'époque, ici, le nom par lequel on les désigne coïncide avec le groupe ethnique des Slaves. C'est ça qui fait que dans les langues européennes, slave et esclavage ont la même racine. C'est de là que vient le mot. Le mot lui-même. À la base. Slave, c'est En anglais. En anglais. Esclave en français, ou je ne sais plus comment on le dit en italien, mais en tout cas, toujours c'est la même racine. On a ethnicisé l'esclave. Ça aussi, c'est une fonction idéologique pour dire qu'ils sont esclaves parce qu'ils sont slaves. Ce qui est faux, parce que c'est un acte de violence qui a été posé pour en faire des captifs et plus tard des esclaves. C'est pas parce qu'ils le sont naturellement. Mais le maître a intérêt à produire une idéologie qui fait que le mis en esclavage l'est par nature. Et s'il l'est par nature, c'est que vous gommez la violence qui a produit le captif et il va le transmettre à sa descendance, son statut. Ça, c'est un subterfuge idéologique pour légitimer et mettre en discipline les esclaves pour qu'ils acceptent leur sort comme un sort naturel. Donc, si c'est parti de l'Afrique, arrivé sur les bords de l'océan qui s'appelle le Sahara, la côte, le Sahel, les sociétés arabes portées par la grande révolution qu'a été la naissance et l'expansion de l'islam, sont venus chercher des captifs en Afrique. Ce ne sont pas tous les Africains qui étaient pris en captivité. Il y en a qui détenaient le pouvoir, qui avaient les ressources logistiques, militaires et de violence capables de capturer des esclaves. Il y en a qui n'en avaient pas. Et ce sont eux qui ont été capturés et vendus à travers le Sahara. On parle bien de la traite transsaharienne. Quand il s'est agi du côté de l'océan Indien, avec Zanzibar et toutes les îles et le monde arabe, la partie est de l'Afrique, là également, on est allé capturer à l'intérieur du continent des captifs qu'on a amenés sur la côte, on les a amenés dans les différents pays du Moyen-Orient ou à Zanzibar, où ils ont été mis en esclavage. C'est pourquoi on parle d'esclavage océan Indien ou de traite océan Indien. Maintenant, quand il s'est agi à partir du 15e siècle, avec le développement du mercantilisme, la colonisation de l'Amérique et son exploitation, les natifs américains n'ont pas supporté l'arrivée des Européens avec tous les types de nouvelles maladies qu'ils amenaient et le régime de travail qu'ils leur ont imposé, qui était un régime quasi esclavagiste, et il y a eu quasiment un génocide. On est allé chercher de la main-d'œuvre. L'Afrique était le continent le plus proche. Ils ont expérimenté le système de plantation en Afrique, d'abord dans les îles autour de l'Afrique, en particulier à Sao Tomé, au Cap-Vert. Ils y ont expérimenté le système de la plantation avant d'aller le mettre à grande échelle en Amérique. C'est pourquoi on parle ici aussi de traite transatlantique des esclaves. Maintenant, les termes qu'il faut récuser, c'est de parler de traite musulmane. Ce qui arrive, même s'ils sont des musulmans, ce n'est pas ça qui fait qu'ils font la traite. Ils font la traite parce qu'ils contrôlent un pouvoir. Ils ont un système économique qui est en place, où ils ont besoin pour produire d'avoir de la main-d'œuvre. Ils savent pouvoir disposer d'une main-d'œuvre par achat. Ils ont acheté ces captifs qui leur ont été vendus par des Africains qu'ils ont amenés à travers le Sahara dans le monde arabe. Et on a eu même dans l'époque autour de Bagdad la grande révolte des Sanj. Et c'est en ce moment qu'on invente une ressource qui va être largement utilisée, une ressource idéologique extrêmement puissante, c'est
de naturaliser cette expérience historique de violence portée sur des communautés pour les réduire de la captivité ensuite à l'esclavage qu'on a inventé la couleur de peau comme identité de l'esclave. Ce sont les Arabes qui, les premiers, vont parler du Bilat al-Soudan. Et ce qu'ils font, ils ne le font pas au nom de l'islam. C'est exactement la même chose pour la traite transatlantique. Les initiateurs sont issus de pays majoritairement chrétiens, mais personne ne parle de traite chrétienne. De même, on ne peut pas parler de traite musulmane. On utilise la configuration géographique ou géopolitique pour nommer ce type de commerce qu'est la traite, parce que c'est un commerce de longue distance où on connaît le produit qu'on va chercher. Maintenant, il faut la justifier. De même, les Arabes ont naturalisé ce fait historique qui est daté en disant qu'ils sont esclaves parce que noirs, d'où le Bilat al-Soudan. La même chose va se poursuivre dans l'Atlantique. On va inventer la traite des nègres ou la traite des noirs en lieu et place de traite transatlantique que je préfère, moi, utiliser parce que scientifiquement beaucoup plus correct. Pourquoi? Parce que ce qui fait l'identité de ces esclaves, de ces captifs d'abord, parce que ce sont des captifs au départ, ce n'est pas le fait qu'ils soient noirs. Quand ils sont dans leur village, ils ne se définissent pas comme des noirs. Ils se définissent comme des Adior s'ils sont du Kayor. Ils vont se définir comme Walo s'ils sont du Walo. Ils vont se définir comme Foutanké. Ils vont se définir comme Massinanké. Et celui qui vient les capturer, c'est quelqu'un qui a la même couleur de peau qu'eux. Et celui qui vient les capturer ne sera jamais mis en captivité. Donc ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on devient captif. Il y a même des noirs qui capturent. Qui étaient négriers. Voilà. Et ces gens qu'on fait quitter l'intérieur de l'Afrique pour les amener sur la côte, ils ont une identité multiple et plurielle. Ils parlent des langues différentes. Ils ont une culture différente. Ils ont une expérience historique différente. Mais quand vous les rassemblez tous à Ouida, commence le processus de mise en esclavage. La captivité, on peut dire que ça s'arrête au moment où on embarque dans le navire négrier. Commence le processus d'esclavisation, pour utiliser un terme barbare. Et ce processus commence à changer l'identité de la personne. L'identité la plus commune qu'ils partagent, tous ces gens venus d'horizons très différents, d'histoires très différentes, de personnalités très différentes, de statut social aussi différents, le seul critère qu'ils ont en commun, c'est la couleur de leur peau. Et on va leur donner cette identité de couleur, de peau, d'autant que c'est un facteur naturel. Ce qui va faire penser qu'ils sont devenus esclaves parce qu'ils sont noirs. Et une fois que cela entre dans la tête, mais c'est terminé parce que vous ne pouvez pas changer la couleur de votre peau. Et vos enfants auront la couleur de votre peau. Donc, ainsi, le maître arrive à construire un système qui fait que l'esclave lui-même croit qu'il est naturellement par nature. Comme l'esclave au préalable. Si on doit marquer des périodes temporelles, à partir de quelle date de l'histoire, où est-ce que peut-on dire que on va dire la traite négrière a démarré en tant que telle à grande échelle mondiale? Si on doit marquer une date, une période de l'histoire. Ça dépend des traites. Alors, si c'est la traite transsaharienne, on peut dire dès le 7e, 8e siècle. La traite de l'océan Indien, c'est dans ses environs. La traite transatlantique, c'est au 15e siècle. Et vous le voyez très clairement, je n'utilise pas traite des Noirs. Parce que qualifier cette traite de Noir ou de négrière, c'est accepter le présupposé idéologique qui fonde la domination. On est en train de suivre le maître dans son discours. C'est le maître qui a intérêt que les gens s'identifient à partir de leur nature, parce qu'ils s'identifient à partir de leur nature, ils transmettront leur statut et leur croyance à leurs descendants qui vont se croire esclaves par nature. Mais quand on dit traite transatlantique, on est en train de le situer géographiquement et même de dire que c'est historiquement daté. Et quand quelque chose est historique, c'est qu'on peut le défaire. Quand vous êtes esclave par nature, vous ne pouvez pas le défaire. Mais quand vous savez
quand on vous fait croire que vous êtes esclave par nature, vous avez beaucoup de difficultés à le défaire parce qu'on vous renverra toujours à votre nature. Mais si vous prenez conscience que c'est un rapport de force Réversible. qui vous a fait esclave, c'est que c'est réversible. Et même, je vais aller beaucoup plus loin. Dans ce cas d'espèce, pourquoi on a utilisé la couleur de la peau? Parce que ça crée une altérité radicale entre le maître et l'esclave. Le maître, c'est un blanc, entre guillemets, parce qu'il a une autre identité. Certainement que c'est un capitaliste, propriétaire d'actions dans une compagnie, issu d'un pays donné. Mais on va cacher cette identité historique pour lui donner une identité naturelle qui est d'être blanc. La même chose, les esclaves en captivité venant d'horizons très différents avec des cultures, des personnalités, des identités multiples, on va tous les rassembler dans la catégorie de noir et ça devient un rapport blanc-noir comme si c'était naturel. Un rapport binaire. Maintenant, pour vous montrer combien ce facteur joue dans tous les systèmes quasiment esclavagistes, de construire l'identité par des facteurs naturels. Vous allez déjà chez Aristote, dans la Grèce, on est esclave par nature. Mais prenons un Africain qui met en esclavage un autre Africain. Ou pour le dire prosaïquement, un noir met en esclavage un autre noir. Il ne peut pas utiliser la couleur de la peau pour construire la différence entre le maître et l'esclave. Parce que dans le système esclavagiste, il faut qu'il y ait une différence radicale entre le maître et l'esclave. Pour justifier ce rapport. Pour justifier ce rapport. Les statuts doivent être distingués par une altérité radicale. Il faut être autre. L'esclave doit être radicalement autre. Le maître doit être radicalement autre. Et la meilleure façon de le faire, c'est en utilisant un instrument naturel qui est la couleur de peau, quand les deux ont des couleurs de peau différentes. Mais quand elles ont des couleurs de peau identiques, comment on fait? C'est simple. Les humains sont capables d'invention et d'ingéniosité. Ils vont dire que c'est le sang, que l'esclave a un sang d'esclave. L'ascendance. Il va le transmettre à ses enfants. On croit que, et jusqu'aujourd'hui encore, dans les sociétés africaines, il y a massivement les gens croient que les esclaves ont un sang particulier, que c'est pas du plasma et des globules rouges et des globules blancs, mais qu'il y a un marqueur de l'esclavage dans le sang. Et ça, on le trouve même en Europe, au Portugal, dans les pays ibériques, le sang pur ou même le sang bleu de la noblesse. Tout ça participe de l'idéologie de naturalisation des statuts et de naturalisation des relations entre maître et esclave ou dans une société donnée. On essaie de fonder la domination toujours ou bien sur sa naturalisation ou sur sa sacralisation. On va arriver à la diversité des rapports dans les sociétés africaines. Là, en clair, si on reprend, il est certain que l'une des premières traites connues a démarré, la traite transsaharienne au 7e, 8e siècle. Et la dernière traite connue, c'est entre guillemets terminée à peu près vers quelle date? Disons que la traite a été officiellement abolie par un congrès, le congrès de Vienne de 1815. C'est ça. Mais abolir la traite ne voulait pas dire abolir l'esclavage. Tout à fait. L'esclavage va être aboli de pays en pays à des dates différentes. La Tunisie l'abolit en 1846, la France en 1848, je crois le Brésil en 1865, ainsi de suite. La Mauritanie l'a aboli la dernière fois, je crois, c'était en 2007. C'est l'un des derniers pays alors. C'est tout récemment. À voir. Donc ça, c'est l'esclavage. C'est différent de la traite. Elle est abolie, en tout cas pour la traite atlantique en 1815. On considère qu'au Congrès de Vienne, c'est une abolition universelle. Donc ça emporte également dans l'océan Indien, dans le Sahara. Mais la traite s'est poursuivie longuement. Par la clandestinité, il y a eu des traites clandestines encore pendant une longue période et aujourd'hui, on a les formes modernes de la traite. Mais la traite transatlantique est abolie au Congrès de Vienne de 1815. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode sur Djelia. Pensez à liker, commenter et partager. Djelia, notre histoire, notre héritage. Djelia. Djelia.
Jelia, Jelia.